Bienvenue dans Savoir en santé, je suis Marina Carrère-Dancos et ensemble, nous allons plonger dans le monde du microbiote et son impact sur notre santé. Que ce soit dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche ou encore nos voies respiratoires et urogénitales, ces communautés invisibles sont essentielles à notre bien-être. Mais quand cet équilibre se brise, c'est tout notre organisme qui en pâtit. Maladies inflammatoires, troubles métaboliques, infections et même certaines pathologies neuropsychiatriques. Comment préserver cet équilibre fragile? Quels sont les impacts de notre alimentation, de notre mode de vie ou de l'environnement sur ces milliards d'hôtes qui nous habitent? Et comment la science tente-t-elle d'exploiter leur pouvoir pour mieux soigner certaines maladies? Ce podcast, porté par la Fondation de l'Académie de médecine, s'inscrit dans un cycle de 5 épisodes où nous explorerons ensemble les différentes facettes du microbiote et son influence sur notre santé à travers des échanges avec des chercheurs, médecins et experts du microbiote. Constitué de centaines de milliards de micro-organismes, le microbiote digestif, logé dans nos intestins, joue un rôle dans le développement du système immunitaire. Son déséquilibre appelé dysbiose pourrait expliquer l'apparition et la progression de certaines maladies inflammatoires du tube digestif, mais également des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète. Comment comprendre ces liens et quelles sont les pistes de recherche pour rétablir un équilibre bénéfique pour la santé? Les réponses sont avec le professeur Gabriel Perlemutter et Gérard Héberle. Professeur Perlemutter, bonjour. Bonjour. Vous êtes hépatogastroentérologue, nutritionniste, membre de l'Académie nationale de médecine. Gérard Héberle, bonjour. Membre de l'European Molecular Biology Organization et éditeur associé de Mucosal Immunology. C'est à peu près comme ça? Oui, et de l'Institut Pasteur. C'est bien, d'accord. On rajoute à l'Institut Pasteur. On va donc pouvoir avoir le point de vue d'un chercheur qui part des mécanismes observés dans des modèles animaux, par exemple, celui du médecin qui part des maladies sur ces patients. On va commencer avec vous, Gérard Héberle, pour essayer de comprendre le lien qui est fascinant entre le microbiote intestinal et le développement du système immunitaire. Quel est le rôle de ce microbiote? Alors, quand l'enfant naît, il est essentiellement stérile au niveau microbiote, au niveau bactérien. Et c'est vraiment dans l'heure qui suit la naissance, ou dans les minutes, dans les secondes qui suivent la naissance, qui va être colonisé par le microbiote, par les bactéries qui l'entourent. Et cette colonisation va avoir un impact énorme sur son développement, parce que c'est quelque chose de totalement nouveau. Et le système immunitaire, il se calibre par rapport à ça. Le système immunitaire, c'est notre système de défense, hein? Pas forcément. Ah, pas forcément. C'est la notion qu'on en a de façon Oui. générale que le système immunitaire, c'est un système de défense. C'est plus un système d'équilibre et de contrôle. Les gens ont tendance, si on parle d'immunité, ont tendance à comparer le système immunitaire avec une armée. Moi, je compare le système immunitaire plutôt avec la mairie. C'est-à-dire que quand il y a un nouvel habitant dans une commune, eh bien, il doit s'enregistrer à la mairie pour savoir qu'il est là. Et le rôle du système immunitaire, c'est exactement ça pour le microbiote. Et lorsqu'il y a des éléments du microbiote qui sont plus agressifs, eh ben, le système immunitaire, il agit pour rétablir un équilibre. Et donc, ce qui va se passer dans la minute qui suit la naissance, y compris la façon dont le bébé est né, ça va conditionner toute la suite? Ça va conditionner pas toute la suite, mais beaucoup de la suite. C'est un moment pendant lequel le système immunitaire va se calibrer. Lorsque le bébé il naît dans une bulle ou dans un milieu excessivement hygiénique, eh bien, le système immunitaire se dit, ben, je suis né dans un environnement où il y a peu de microbes, donc s'il y a un petit peu plus de microbes, je vais réagir, c'est-à-dire surréagir. Et c'est ce qu'on voit en clinique, c'est que les enfants qui grandissent dans un environnement excessivement hygiénique vont être plus susceptibles. Je ne dis pas qu'ils vont développer plus d'allergies, mais vont être plus susceptibles à développer l'allergie ou des maladies inflammatoires. Ça veut dire que de faire vivre son enfant comme certains le font un peu dans une bulle en leur évitant toute infection, en disant que la crèche c'est pas bien parce qu'on attrape tout ce qui passe, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas une bonne idée, pas forcément une bonne idée, mais l'inverse n'est pas forcément une bonne idée non plus. On a des collègues, Subtilité. oui, Gabriel et moi, on a des collègues qui écrivent des livres. Sur la pochette, il a le bébé qui est littéralement jeté dans la boue. Le message, c'est que la boue vous protège contre l'allergie. Mais si la boue avait le typhus ou le choléra, c'est pas forcément très bon. C'est un peu... J'aime bien faire le parallèle avec nos adolescents. On aimerait les protéger contre tout, notamment contre les dangers de la rue. On aimerait pouvoir les enfermer dans notre chambre. Ils vont devenir dingues. Et en fait, on sait qu'il faut s'exposer un peu au danger pour pouvoir le maîtriser plus tard. Le microbiote, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le danger zéro, très bien, on vit dans une bulle.
Mais si l'enfant, tout à coup, il est exposé à un microbe, il va surréagir, développer une maladie inflammatoire, justement. Et Et, l'inverse, c'est vrai aussi. et alors pareil pour les parents qui disent la vaccination de mon enfant trop tôt, c'est très agressif de lui injecter tous ces micro-organismes modifiés ou pas, ou tués ou pas. C'est intéressant aussi du coup de les vacciner. Oui, alors En dehors évidemment de la prévention des maladies, hein, sur le concept. ne me provoquez pas sur la vaccination, parce que, J'adore vous provoquer. parce que finalement, on se vaccine tout le temps. Là, on est en train de se vacciner. Mmh. Je vous lance des microbes que vous n'avez probablement pas vus. Donc, Non, vous faites allez ça très attraper. discrètement. Voilà. Donc, vous allez attraper microbes, moi, les vôtres, et puis donc, mon système immunitaire va réagir à vos microbes et donc se vacciner. Donc, la vaccination, on en fait tout le temps. Et puis, la différence avec la vaccination médicale, c'est qu'effectivement, on injecte, donc on injecte un peu plus pour que la réaction soit plus solide, c'est tout. Pour revenir sur la naissance, parce qu'on a parlé avec le professeur Perlemutter pour le microbiote digestif, mais sur l'immunité, le fait de naître par césarienne ou par voie naturelle, ça va changer quoi à notre système immunitaire? Alors, on constate effectivement que les enfants qui sont nés par césarienne ont une tendance, une susceptibilité à l'allergie qui est plus élevée. Là où ça devient un peu plus flou, c'est comprendre les mécanismes, la causalité. On veut croire, ou disons, c'est une hypothèse, que le microbiote en est responsable. C'est-à-dire que lorsqu'on est par voie basse, on est exposé au microbiote anal, vaginal, alors que par la peau, ce sera le microbiote de la peau. Mais la causalité entre le microbiote et l'allergie, je ne suis pas sûr qu'elle était très bien établie parce que finalement, quand on fait des associations, quand on observe des associations entre césarienne et allergie, ça peut être la géographie, ça peut être le statut social ou le mode de vivre de ce groupe de gens qu'on a étudié. Donc, je ne suis pas sûr qu'on comprenne vraiment pourquoi il y a cette association entre césarienne et allergie. J'ai bien compris, donc quand on est, ce microbiote va influer sur le système immunitaire. Ensuite, au fur et à mesure des années, qu'est-ce qui joue là-dessus? Qu'est-ce qui va influer? Tout. Merci. Alors j'aime bien faire prendre la métaphore c'est pas vraiment une métaphore, mais de la langue. Euh, on m'a expliqué que le bébé doit entendre des sons et les pratiquer et se corriger durant la première année de sa vie. Et s'il ne le fait pas, eh bien, c'est ce qu'on appelle un imprinting, une empreinte. Et on connaît tous, ben, vous m'entendez, j'ai un accent suisse. Ça fait 20 ans que je suis à Paris et je ne corrigerai jamais mon accent parce que c'est justement imprimé. Mmh. Les Espagnols auront toujours du mal à faire la différence entre le B et le V parce qu'ils sont imprimés comme ça. Donc, on peut corriger, mais c'est très difficile. Donc, le calibrage de notre système immunitaire tôt dans la vie, après la naissance par le microbiote, c'est un peu la même chose. Il y a un calibrage qui se fait, une empreinte qui ne va pas nous déterminer à 100%, mais qui va déterminer certaines choses, en tout cas, qui va augmenter la susceptibilité ou diminuer la susceptibilité aux maladies inflammatoires. Et ce qui se passe avant la naissance, pendant la grossesse, il y a aussi des choses qui jouent? Je dirais que plus on s'approche du début, c'est-à-dire de l'œuf fécondé, plus il y aura d'impact. Oui. Et on sait tous, si la mère est infectée par exemple, la toxoplasmose, si elle fait une inflammation forte, cette inflammation peut avoir des conséquences dramatiques sur l'enfant. Donc, plus on se rapproche du début, plus l'impact sera dramatique. C'est jusqu'à la naissance. Un des événements majeurs, c'est justement l'exposition au microbiote au monde qui n'est plus protégé par le placenta. Est-ce qu'après l'alimentation des premiers mois et notamment l'allaitement maternel plutôt que l'allaitement artificiel, c'est important? Alors, je ne sais pas si. Alors, oui, le lait maternel est très important. Il a plein de rôles à jouer. Maintenant, comparer le lait du biberon au lait maternel, il y a des différences, mais je ne suis pas sûr qu'on mesure à quel point ces différences sont importantes dans le devenir ou dans la susceptibilité de l'enfant aux maladies inflammatoires. Ce qui m'a étonné avec le lait, c'est que non seulement on a un colostrum, un lait jaune dans le premier lait, mais le lait change tout le temps. Il est très gras au début, plus sucré après. Il amène des hormones dans le lait qui jouent un rôle essentiel pour permettre au système immunitaire de l'enfant de réagir ou pas.
Et puis, bien sûr, il y a des anticorps dans le lait. Puis ensuite, il y a des oligosaccharides qui ont un impact sur le microbiote. Donc oui, le lait maternel a un rôle fondamental et les compagnies enfin, les gens qui travaillent sur des formules de lait, de biberon, travaillent sur ces éléments pour comprendre comment est-ce qu'on peut rendre le lait artificiel meilleur. Et est-ce qu'on travaille sur le fait, la diversification alimentaire, l'alimentation de l'enfant, sur l'impact sur le système immunitaire? Est-ce qu'on commence à vraiment avoir des choses qui sont sûres? Alors, rien n'est totalement sûr, mais J'ai l'impression de commencer à vous connaître. non, mais il y a toujours la place Bien pour un sûr. doute. Oui, bah, il y a des choses qu'on commence à comprendre beaucoup mieux. On nous répète sans arrêt qu'il faut manger des fibres alimentaires. Et ça vient, votre question vient à une autre chose qu'on a tendance à oublier, c'est que lorsqu'on parle de microbiote, on devrait parler microbiote et nutrition. Lorsqu'on parle de nutrition, on devrait parler nutrition et microbiote. Parce que lorsqu'on mange des fibres, ce n'est pas les fibres en elles-mêmes. Les fibres, un peu en elles-mêmes, vont réguler un peu ce qui se passe dans l'intestin en termes de transit, mais couplées à certaines bactéries vont transformer ces fibres en des substances qui sont absolument essentielles pour la régulation du système immunitaire, mais aussi la régulation de notre bien-être intestinal. Donc, et ça, c'est vrai dès le début. Donc, si la mère va manger des fibres qui vont être transformées dans ces substances qu'on appelle acides gras à chaîne courte, qu'importe, qui vont passer dans le lait, qui vont passer à l'enfant. Donc oui. Et en dehors de l'apparition de maladies inflammatoires, comment on sait, qu'un microbiote déséquilibré a un impact sur le système immunitaire? Comment on sait? Oui, en dehors de l'apparition claire de maladies. Alors, oui, on parle de dysbiose, peut-être tu as parlé de dysbiose avant. C'est difficile de caractériser un microbiote qui est dysbiotique. C'est-à-dire, on a souvent la question, est-ce que si je séquençais, d'ailleurs des compagnies le proposent, de séquencer notre microbiote, est-ce en ayant la séquence de mon microbiote, est-ce que je peux dire qu'il est bon ou mauvais? C'est beaucoup plus compliqué, à moins qu'on ait une salmonellose, évidemment, ou je sais pas, ou une candidiase. En général, le microbiote, c'est quelque chose qui est assez conceptuel. Votre microbiote est peut-être parfait pour vous, mais peut-être pas parfait pour moi. D'accord. Parce qu'on mange différemment, on vit différemment et on est différent. Et donc, votre microbiote s'adapte à vous-même, à votre mode de vie et le mien au mien. Donc, ensuite, après, ce qu'on constate, c'est que un mot-clé, en quelque sorte, ce qui est vrai pour plein d'autres choses, c'est la diversité. Les gens qui ont des inflammations de l'intestin ou qui sont des inflammations plus générales, on constate que le microbiote perd de sa diversité. Et quand on perd la diversité, on perd de la fonction. Et en perdant de la fonction, on peut perdre des choses essentielles, comme la manufacture de vitamines qui sont essentielles, comme la vitamine... Enfin, c'est un peu... Par définition, une vitamine est essentielle. Euh, comme la vitamine B2, la vitamine K sont synthétisées par le microbiote. Donc, la perte de fonction, la diminution de la diversité peut engendrer des conséquences pour l'autre. Et est-ce que, par exemple, donc en modifiant son alimentation, en restaurant un microbiote, équilibré, on constate une réparation du système immunitaire? On- Est-ce Alors, est-ce que, par exemple, on peut comme ça traiter certaines maladies inflammatoires? Est-ce qu'on constate que ça marche rapidement? Alors, c'est une question simple et la réponse évidemment ne l'est pas. Euh, Je m'en doutais un peu. euh, C'est-à-dire que l'intestin en fait, c'est pas l'intestin, c'est une inflammation en soi. Les gens disent qu'on a 80% des cellules immunitaires qui sont actives dans l'intestin. Pourquoi? Parce que l'intestin, faut se l'avouer, c'est une infection. Donc on a, en quelque sorte, mais contrôlé, mais contrôlé. Donc, il y a une inflammation tout le temps dans l'intestin. On fait des grammes d'anticorps. C'est énorme, des grammes d'anticorps, tous les jours pour avoir cet équilibre dans l'intestin. Et puis, chez certains, c'est un peu plus fort. Donc oui, certaines bactéries de l'intestin ou certains aliments vont contribuer à rendre l'inflammation encore plus forte, ce qui est dangereux. Mais l'inverse est vrai aussi. Si on diminue l'inflammation naturelle de l'intestin, qu'est-ce qui va se passer? On va perdre le contrôle du microbiote intestinal qui va se dire, tout va bien, je suis moins contrôlé, donc je peux m'avancer, je peux peut-être aller dedans, de l'autre côté de la barrière de l'intestin, et puis du coup provoquer une inflammation. Donc il faut un équilibre. Et le mot d'ordre aussi pour le système immunitaire et le microbiote, c'est l'équilibre. Alors c'est un peu gênant, parce que l'équilibre, c'est toujours un peu
c'est pas clair comme, c'est intuitif, mais c'est Mmh. pas facile à déterminer. Mais pas assez d'immunité ou trop d'immunité, finalement, les conséquences sont les mêmes. Professeur Perlemutter, vous travaillez donc sur un organe qui est une infection? Absolument. Ça vous va comme Mais définition? ça me va très bien. Alors, on peut si on le présente comme une infection, on va avoir une image négative, ça c'est toutes les images. Ouais. Si, certaines personnes le présentent comme, un supraorganisme ou un holobionte, c'est beaucoup plus poétique que philosophique, mais conceptuellement, c'est la même chose. On va parler donc des maladies dont le développement est lié à un déséquilibre de ce microbiote. On va parler d'organes auxquels on n'aurait pas pensé parce que spontanément, on se dit une dysbiose va provoquer éventuellement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, par exemple, comme des rectocolites hémorragiques ou maladies de Crohn. C'est pas le seul facteur, hein, il y a plusieurs déterminants quant au risque de développer, des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Le microbiote en est une. Probablement, l'augmentation de l'incidence de ces maladies est liée à notre mode de vie et probablement par l'intermédiaire de modifications du microbiote. Mais d'une part, il y a en plus une susceptibilité, génétique quant au risque de développer ces maladies et d'autre part, le rôle du microbiote, par divers mécanismes, dépasse largement simplement les maladies inflammatoires chroniques intestinales et pour moi, en tant qu'hépatologue, Ouais. va toucher le foie et également d'autres organes, de notre corps. Alors parlons du foie pour commencer. Comment ça interagit Les mécanismes et par avec quelles conséquences? Oui, les mécanismes par lesquels le microbiote peut interagir avec le foie sont multiples. Le lieu commun et le plus simple, en fait, c'est quand vous consommez de l'alcool. L'alcool va être transformé par le microbiote en certains composés comme les acétaldéhydes, ce qui commence dès la bouche, hein. Mmh. Quand vous avez des bactéries buccales qui transforment l'éthanol de l'alcool en acétaldéhyde, ça favorise les cancers de la bouche à cause de l'alcool. Et puis, vous allez avoir les mêmes formations au niveau de l'intestin. Cet acétaldéhyde, à partir de l'alcool, va entraîner une augmentation de la perméabilité, de la porosité de votre intestin et qui va être à l'origine de transferts de matériel digestifs comme des bactéries ou des composés bactériens vers le foie. Mais on peut très bien, d'autres mécanismes peuvent également, être impliqués, indépendamment de toute modification de la perméabilité de l'intestin, que ce soit au cours, du surpoids, de l'obésité ou même de l'alcool, où vous allez avoir, certains composés bactériens qui vont passer dans le sang, qu'on appelle des métabolites, qui vont arriver au niveau du foie. Vous allez avoir des modifications de la composition de la bile qui est fabriquée par le foie, qui est réabsorbée par l'intestin après avoir été transformée par le microbiote qui va moduler les fonctions du foie, l'immunité du foie. Vous allez avoir directement les cellules immunitaires qui peuvent être modifiées. Vous allez avoir certains composés qui peuvent être fabriqués par le microbiote intestinal qui peuvent être, à partir de ce qu'on mange, la viande rouge par exemple, qui peuvent modifier aussi les fonctions du foie. Et tous ces mécanismes mis ensemble vont faire que certaines personnes vont développer ou pas une maladie du foie liée à leur alimentation. Donc les grandes maladies du foie aujourd'hui, ce ne sont plus en France, dans les pays occidentaux, les hépatites virales, hein, on vaccine contre Mmh. l'hépatite B, on traite les hépatites C. En revanche, ça va être la maladie alcoolique du foie et puis, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est ce qu'on appelle la ce sont des gros mots, mais la stéatopathie métabolique, ce que les Anglais appellent la MAFLD ou la MASLD, il y a beaucoup de mots, c'est-à-dire le foie gras, Mmh. cette accumulation de graisse au niveau du foie qui n'est pas forcément grave, hein, ça dépend de la nature des Et qui est pas graisses forcément lié à l'alcool, qui peut être lié vraiment à la malbouffe. et qui est liée à la malbouffe et dans la malbouffe, on peut rentrer ou Mmh. pas l'alcool et en fonction, de la nature des graisses qu'il y a dans le foie, ça peut aboutir à une inflammation au niveau du foie et on sait aujourd'hui que la malbouffe est à la 1re cause de cancer du foie. Et est-ce que, pour faire un peu de positif, hein, dans tout ça, est-ce que la modification de l'alimentation qui entraînerait une restauration du microbiote peut faire régresser certaines maladies du foie? Alors c'est très intéressant parce que l'alimentation, est la 1re méthode et la plus naturelle pour modifier, son microbiote. On sait par exemple que quand on favorise une bonne alimentation, en particulier qui est riche en fibres, en prébiotiques pour favoriser un bon microbiote,
on empêche, par exemple, l'effet néfaste de la viande au fait que la viande rouge peut aboutir à la formation de certains composés toxiques qu'on appelle le TMA et le TMAO. Dans notre équipe de recherche, et on sait par exemple que quand on enrichit l'alimentation de certaines souris à qui on donne de l'alcool par ce qu'on appelle des prébiotiques, on inhibe l'effet néfaste de l'alimentation ou de l'alcool, et on a un essai thérapeutique qui doit débuter actuellement pour étudier si ce qu'on a montré chez la souris est transposable en pathologie humaine, si en augmentant l'apport en prébiotiques, en fibres de l'alimentation par des compléments alimentaires, on peut inhiber l'effet néfaste de l'alcool sur le foie. Et faire régresser les maladies. Et ou prévenir ou faire régresser, ce qui est beaucoup plus compliqué en fait. Il y a un lien aussi avec le diabète. Absolument. Alors, il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2. On va parler ici du diabète de type 2, c'est-à-dire avant qu'on disait de la maturité. Lié à l'alimentation, en fait. Qui se voit maintenant de plus en plus jeune. Et donc, ce diabète de type 2 est associé, le surpoids est associé, comme le professeur Hébert l'a dit, à un appauvrissement de la diversité bactérienne. Cet appauvrissement empêche empêche partiellement l'efficacité d'une alimentation hypocalorique d'être efficace et est associé effectivement à la survenue d'une résistance à l'insuline et donc d'un prédiabète et des maladies du foie. D'accord, pour être clair, c'est l'insuline en fait qui est moins efficace, qui est sur les cellules. Oui, c'est ça. En fait, l'insuline est moins efficace. Pas forcément en moins grande quantité, mais elle est de moins bonne qualité. Elle est plutôt en plus grande quantité, elle n'est pas assez efficace. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et c'est aussi très intéressant, c'est un des processus qui est à l'origine du vieillissement accéléré des personnes qui ont trop d'insuline, donc qui peuvent avoir un diabète de type 2. Ce qui veut dire que les médicaments antidiabétiques vont jouer sur le microbiote, sur l'immunité, éventuellement, vous allez nous le dire. Ces médicaments antidiabétiques, ils ont un intérêt en plus de normaliser la glycémie? Alors, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui en 2025 antidiabétiques. Les médicaments antidiabétiques les plus intéressants, c'est ceux qui ne vont pas augmenter la sécrétion d'insuline, mais au contraire favoriser l'action de l'insuline qu'on a en nous. C'est en particulier un vieux médicament, la metformine, qui va... Qu'on donne par comprimé, ceux-là, pour bien différencier de ceux qui sont injectés aujourd'hui. Voilà, qui est un médicament qui a plus de 50 ans, qui a quelques effets indésirables, mais qui est très bien toléré, qui augmente la sensibilité à l'insuline, qui ralentit les processus du vieillissement, et vous avez les nouveaux médicaments qui augmentent l'efficacité de l'insuline, qui sont très à la mode, comme les agonistes GLP-1, parce qu'ils font maigrir. Ceux qui sont injectés. Ceux qui sont injectés, et qui sont également très intéressants pour la prise en charge des maladies du foie liées au diabète de type 2. On constate quoi sur l'immunité là-dessus, sur ces effets du microbiote, notamment par rapport au diabète, poids ou à l'obésité? Je ne sais pas vraiment. Mais je l'adore, hein. J'avoue mon ignorance sur ce point-là. Je ne sais pas vraiment, parce que métabolisme et immunité, c'est un sujet très important. Quand le professeur Hébert dit « je ne sais pas /», c'est qu'on ne sait pas scientifiquement. C'est pas le professeur Hébert qui ne sait pas. C'est juste pour préciser. J'ai bien compris, vous n'avez pas oublié de lire une étude. On ne sait pas. Métabolisme et immunité, c'est très important. Les réponses aiguës inflammatoires sont des réponses qui se nourrissent du sucre. C'est des réponses qui sont rapides et qui ont besoin de beaucoup d'énergie très vite. Maintenant, la chose est plus compliquée parce que on constate que le cerveau met en place des stratégies métaboliques aussi pour combattre les infections. Par exemple, on constate que pour combattre un virus, il faut des réponses immunitaires très, très aiguës, très rapides, donc on mange beaucoup de sucre pour combattre les virus. Par contre, pour les bactéries, le cerveau peut sentir que c'est une infection bactérienne de façon indirecte et il se dit, les bactéries aiment le sucre aussi, donc on va leur enlever le sucre et on va changer de stratégie. On va utiliser les corps cétoniques. Et donc, tout le métabolisme peut changer lorsque une infection bactérienne pour embêter la bactérie et favoriser un autre type de réponse immunitaire. Donc, c'est pour ça, c'est juste pour illustrer le fait que métabolisme et immunité, c'est finalement quelque chose de très complexe qui implique le système immunitaire, le métabolisme, le foie, mais aussi le cerveau. Et c'est des travaux en cours.
On se dit quand on entend tout ça que, on a un surpoids ou on est, obèse, on va modifier donc son alimentation et ça va jouer sur le microbiote. De manière tout à fait intuitive, on se dit: «Bah, de toute façon, si on mange plus de fruits et légumes, moins d'aliments ultra transformés, si on arrête de boire, enfin si et qu'on arrête, tous les corps gras, forcément on va maigrir», ça paraît logique. Comment le microbiote intervient là-dedans? Le microbiote intervient de multiples façons. Quand vous allez modifier votre alimentation, votre microbiote va, fabriquer, ce qu'on appelle des métabolites, différents et favoriser la diminution de la résistance à l'insuline. Donc il va intervenir, parce que vous allez modifier votre alimentation, vous allez modifier soit la composition du microbiote, soit, ce qu'il va fabriquer. Heu, il y a des corrélations et on montre cette causalité-là par, des techniques de transfert de microbiote, entre souris ou d'homme à souris. On sait aussi que, c'est bien démontré dans des modèles animaux que certains profils de microbiote intestinal ou certains même probiotiques peuvent améliorer, la sensibilité à l'insuline. Ça, c'est dans des modèles animaux. La transposition, on est quand même beaucoup plus compliqué qu'une souris avec tout un environnement qu'on appelle obésogène qui favorise, le surpoids et donc la transposition simple de résultats dans des modèles animaux à la pathologie humaine reste très compliquée. Mais est-ce que c'est le microbiote, par exemple, qui pourrait expliquer qu'avec, un même régime, une personne arrive à maigrir et pas l'autre? En partie, oui, absolument. Le microbiote, en fonction du profil de votre microbiote, si vous avez une diversité bactérienne trop faible, les modifications de l'alimentation seront moins efficaces que si vous avez un profil bactérien plus riche. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Si vous êtes en période de stress, vous déménagez, vous avez un décès récent dans votre famille, vous allez avoir des hormones de stress qui, vont être, fabriquées et donc ces hormones de stress vont vous empêcher de bénéficier pleinement des modifications alimentaires. Si vous vivez en horaire décalé, vous aurez un biorhythme, de votre alimentation qui va pas forcément correspondre au biorhythme, idéal de votre organisme, même de votre microbiote et vous aurez plus de mal à, perdre du poids. Donc oui, le microbiote joue un rôle. Ce n'est pas le seul facteur, impliqués dans l'efficacité ou l'absence d'efficacité de modifications alimentaires. Oui. Il y a une expérience passionnante qui a été faite chez la souris il y a longtemps, qui montre que avec la même nourriture, certaines souris peuvent se développer normalement et d'autres devenir excessivement obèses. Avec la même nourriture. Et la différence, c'était le microbiote. La souris qui est devenue obèse avait un super microbiote qui était capable Ah oui. d'extraire beaucoup plus de calories de la nourriture. Et Et on, comment on rééduque dans ce cas-là? ben, il y a une étude d'un collègue qui a étudié justement les régimes alimentaires pour perdre du poids. Eh bien, ces régimes, on constate par exemple si on mange, alors, je ne sais pas si c'était comme ça que l'expérience était faite, mais si l'on ne mange que la salade par exemple, eh bien, le sujet va maigrir, mais ensuite le microbiote s'adapte. Le microbiote s'adapte et il saura extraire plus de calories de la salade. Et donc, ça marche qu'une fois ou deux. Et c'est C'est ce qu'on ça qui observe. ce qui explique effectivement l'effet rebond Absolument. des régimes successifs, hein. Absolument, quand vous faites des C'est régimes passionnant. successifs, il y a une certaine inertie du microbiote qui fait que, quand vous allez remanger même normalement, eh bien, vous allez reprendre le poids que vous aviez avant, voire plus. C'est ce qui explique les échecs de C'est beaucoup de ça. régimes et jamais chez mes patients, je ne prescris de régime. Jamais je ne prononce ce mot-là. Mais ce qui est intéressant et c'est important pour les personnes qui écoutent ou regardent ce podcast, c'est ce que nous, on va dire et ce que les personnes enregistrent par rapport à ce que nous, on dit, puisqu'il y a beaucoup de lieux communs qui sont difficiles à changer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand, par exemple, certaines personnes pensent bien faire en mangeant moins de sucre et mangent des édulcorants, par Mmh. exemple, pour évidemment, c'est assez logique, hein, pour diminuer les apports caloriques et les apports en sucre. En fait, c'est tout l'inverse qu'ils font parce que les bactéries, malheureusement, n'aiment pas les édulcorants et ces édulcorants vont entraîner un profil plutôt à l'origine potentiellement d'une résistance à l'insuline, donc tout l'inverse de ce qu'on souhaite faire. On sait aujourd'hui qu'on peut faire ce qu'on appelle les transplantations fécales. Heu, Ça a été, l'intérêt a été vous allez nous dire ce que c'est, mais l'intérêt a été prouvé pour, un type d'infection. On espère beaucoup. D'abord, c'est quoi cette transplantation fécale? La transplantation fécale, c'est en fait prendre les selles d'une personne
en bonne santé ou qui a un profil qui nous intéresse et les greffer à une personne qui est en mauvaise santé ou qui a un profil néfaste pour améliorer son état de santé. Il y a énormément de recherches dessus. Aujourd'hui, en France et même dans le monde d'ailleurs, la seule indication, c'est ce qu'on appelle la colite pseudomembraneuse ou à Clostridioides difficile. Les autres indications sont en cours de recherche, ça peut ou ça pourrait être utile, on ne le sait pas encore. On pourrait un jour peut-être faire une Non, transplantation fécale pour un diabète, pour une non, obésité. je ne pense pas que ce soit une technique d'avenir et qu'on va guérir le diabète avec une transplantation fécale. Pourquoi? Parce que je ne sais pas combien il faudra en faire, parce que c'est une technique extrêmement lourde, parce que, en revanche, je pense que à partir des propriétés du microbiote, on pourra voir par quel mécanisme un microbiote peut protéger et aller dans ce mécanisme, identifier les molécules par lesquelles le microbiote protège et utiliser ces molécules pour traiter un diabète, mais pas directement faire une transplantation fécale. Je sais quelque chose. Je suis d'accord. Donc, ce qu'on peut acheter sur Internet pour faire soi-même sa transplantation fécale à domicile, on oublie? Alors les gens sont libres de mettre leur argent où ils veulent. Je suis pas du tout là pour faire la Non, non, morale. non, Moi, mais en tant que c'est pas ça qui va leur enlever leur diabète. Moi, en tant que médecin et scientifique, je le déconseille, mais les personnes peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais moi, voilà, en tant qu'autorité universitaire et de l'Académie de médecine, je m'oppose à ce type de pratique. Et une transplantation, ça reste une transplantation avec les risques que ça comporte qui viennent du donneur. C'est sûr. Une dernière question. Est-ce qu'on va en apprendre encore beaucoup sur le microbiote? Oh là là, mais pour moi, je pense qu'on ne sait rien sur le microbiote et que plus on cherche, moins on se rend compte qu'on connaît. C'est vertigineux. Pour moi, c'est quelque chose de vertigineux. Aussi. C'est vraiment le terme parce qu'on a chacun plusieurs centaines d'espèces et le but du jeu, de la recherche, c'est de comprendre comment ces espèces interagissent et puis ensuite comment interagissent avec nous. Déjà, on a du mal de comprendre les interactions de deux personnes. Quand on est 3, quand on est 4, quand on est 10 ou 100, imaginez la complexité. Donc, c'est une complexité exponentielle et on fait face à ça maintenant pour comprendre vraiment l'écosystème. On parle d'écosystème intestinal. J'ai juste une question qui me vient. Est-ce qu'on a constaté des vraies différences entre le microbiote des hommes et celui des femmes? Scientifiquement, je ne sais pas. J'imagine qu'il y en a. J'imagine que les hormones féminines jouent un rôle. J'imagine qu'après la ménopause, il y aura moins de différences. Probablement, quand on vit en couple, peut-être ça va se mélanger. C'est ce que j'imagine. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Oui, j'ai la même ignorance. Et on constate, on a aussi un collègue qui se demande à quel point il y a eu un semi-mythe comme quoi, lorsqu'on a des chats et des chiens, le microbiote va s'égaliser avec le nôtre. Alors, il y a du passage du microbiote de nos chats, de nos chiens vers nous, mais ça reste Par quelle voie? par les voies naturelles. Alors, Développez, s'il vous plaît. C'est comme le microbiote qu'on nous transfère dans le ménage, c'est les gens, c'est les humains qui sont autour de nous. Alors, par quel mécanisme? Par voie naturelle, dirais-je. C'est-à-dire, j'imagine les toilettes. Alors, on peut se laver tant qu'on veut, mais il y a beaucoup de bactéries qui sont sporulentes, par exemple, qui font des petites graines qui vont aller partout. Il faudrait vraiment javeliser nos toilettes pendant, j'imagine, 10 minutes et nous-mêmes pour éviter un transfert. Donc, le transfert se fait quasiment de toute façon et très facilement. Merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Prochain épisode, on parlera de l'impact de ce déséquilibre du microbiote sur notre santé mentale et l'apparition et la façon de traiter, de prendre en charge des cancers. Merci infiniment. Merci. Merci.